J'avais eu des nouvelles de certaines de mes compagnes de Tadert Oufella. Melha et ses sœurs étaient les deux grandes à l'hôpital, les deux petites aux Owadias, où elles se sont mariées depuis. J'avais rencontré Madame Achab un jour de promenade, mais comme j'étais chrétienne et elle musulmane, elle n'avait pas daigné me reconnaître. Un matin, les sœurs m'avaient menée voir Alice, devenue la bonne de la famille Maslow. J'eus de la peine à la reconnaître, tant elle avait changé, la pauvre petite. Un soir d'hiver, j'en vis arriver une autre, accompagnée de son frère. L'administrateur Maslow s'en était débarrassé en l'envoyant chez les sœurs. C'était Dervia, que nous appelions Maria. On lui donnait les deux prénoms à la fois, le kabyle et le français. Elle venait, dit-elle, de la part de l'administrateur pour travailler et gagner sa vie. C'était une jeune fille peu pratique, qui avait lu trop de livres sans discernement. Elle rêvait beaucoup. Et puis, chez les sœurs, le rêve est exclu. La mère supérieure accepta de garder Dervia, qui fut admise à la lingerie, où je m'employais moi-même. Elle couchait dans le dortoir avec les autres filles ou femmes. Il y avait beaucoup de travail. Outre le raccommodage, on faisait la lessive, la cuisine, le repassage. On avait même installé un métier à tisser. Et Fatima, la grosse, tissait un beau burnous pour le père Baldit, croyait-on. Moi, j'allais rarement du côté du dortoir depuis mon mariage. De la lingerie, je revenais tout droit à ma chambre. Cependant, d'autres filles continuaient à se présenter, et les sœurs, escomptant une grande moisson de conversion, en acceptaient tous les jours. L'oncle Hamma, par n'importe quel temps, nous rendait visite. Une fois, en plus de l'huile, il avait apporté, pour quand j'aurais le petit, 1 litre de miel et 1 litre de beurre salé que Tedhead m'envoyait. La semaine suivante, il fallut recevoir une véritable smala. Le cousin Salah Ouamrouch et sa femme, accompagnés de ma belle-sœur Washia, étaient venus nous voir au retour d'un pèlerinage auprès de Cheikh Mohammed. Tout ce monde s'installa sur notre lit. Je fis un grand couscous avec de la viande séchée et du bouillon de haricots secs, et chacun mangea à sa faim. Le lendemain, le cousin et sa femme, après avoir déjeuné de café et de pain frais, s'en retournèrent chez eux, nous laissant ma belle-sœur, qui voulait voir le docteur, car elle était malade des suites de ses couches, remontant à 6 mois. Elle vécut avec nous, couchant sur notre lit. Un jour, le père Duchesne, de passage, regarda fixement ma belle-sœur et prit mon mari à part. Il lui dit : « Antoine, ce que tu fais n'est ni sain ni prudent, surtout dans la situation de ta femme. » J'en étais à mon 8e mois de grossesse. Ta sœur est poitrinaire. Il suffit de voir ses yeux pour le comprendre. Dès ce soir, elle ne doit plus coucher dans votre chambre. Mon mari me fit part de cette confidence. Il arrivera ce qu'il arrivera, répondis-je. Mais nous ne pouvons dire à ta sœur d'aller ailleurs. Cette année, la fête du Mouloud, celle du mouton, avait presque coïncidé avec Pâques. Mon frère, selon l'usage traditionnel, m'avait apporté une épaule de mouton que la famille avait sacrifiée. Pour Pâques, les ménages chrétiens avaient eux aussi tué un mouton. Et nous en avions eu notre part. J'avais fait sécher une bonne provision de viande. Madame Pacro m'avait aidé à confectionner une petite layette. Quelques chemises en percale fine et des brassières en pilou. Le tout était rangé dans une malle offerte par les sœurs. Je n'allais plus à la lingerie. Mes pieds étaient enflés, mais je faisais du travail chez moi et le rapportais à sœur Chantal. Notre ami Haptiche
Le deuxième moniteur avait pu être nommé secrétaire à la commune mixte d'Alger. Il m'avait ramené une robe, manteau, pour le petit bébé que j'attendais. De madame Pacro, je reçus également 2 jolies petites robes d'enfant. Ma belle-sœur était toujours chez nous. Un lundi, il y eut une éclipse de soleil. À 3 heures de l'après-midi, le soleil disparut, et pendant 1 ou 2 minutes, nous vîmes la lune et les étoiles. Puis le soleil revint. Est-ce l'émotion que j'avais éprouvée? Je fus prise de douleur de l'enfantement la nuit même qui suivit cette éclipse. Me voyant souffrante, mon mari obtint de sa sœur qu'elle allât coucher à la salle des malades. Celle-ci en fut mécontente. À 3 heures du matin, Belkacem appela la sage-femme. Et mon fils, Paul Mohan Saïd, naquit le 29 mai 1900. Sœur Chantal vint me voir. Elle m'apportait des draps usagés pour les couches. Sœur Alexis m'avait envoyé une vieille femme pour faire mon travail. 2 poules furent égorgées et l'on prépara un couscous pour les pères et les sœurs. Comme personne ne pouvait s'occuper de ma belle-sœur qui refusait de rester à la salle de l'hôpital, mon mari loua un mulet et la ramena à Erilali. Il revint le surlendemain. Ma mère me rendit visite. Elle m'apportait en cadeau une grosse cuisse de veau et des œufs. Elle s'installa pour me soigner et s'occuper de tout. Un jour que nous étions seuls, elle enleva les langes de l'enfant. Elle regarda attentivement tout son petit corps et, avisant ses pieds, me dit : « Les pieds ne sont pas de chez nous. Nos talons ne sortent pas. Il les tient sans doute de sa famille paternelle. » Et comme je m'écriai : « Fais attention à ne pas lui faire de mal », elle me jeta un regard par-dessus son épaule et me répondit : « C'est maintenant l'oisillon qui donne la becqueté à son père ? » Par ce proverbe, elle m'expliquait que j'étais une fille, que j'étais surtout sa fille, et qu'elle savait mieux que moi ce qui pouvait faire du mal à un bébé. Mademoiselle Pacro m'avait appris à baigner l'enfant et à l'emmailloter. Mon frère vint chercher ma mère quelques jours après. Je me levai au bout de 15 jours, un peu amaigrie. En somme, tout s'était bien passé. Je me remis à mes occupations. Nous avions dû quitter la chambre où nous logions. Elle avait été démolie pour faire les travaux grandioses dont j'ai parlé déjà. Une chapelle en sous-sol avec passage par la route et appartement au-dessus qui devaient être reliés par des balcons aux édifices existants. Nous fûmes relégués dans une pièce au-dessus des écuries. Les grandes fenêtres n'avaient ni persiennes ni volets. Le soleil tapait tout l'après-midi. Il y avait des mouches par centaines, car on ne pouvait faire l'obscurité. Les matinées étaient insupportables et les soirées intenables. Nous étions en été. Juillet avait commencé avec les vacances. Je vis un jour arriver mon beau-père, Ahmed Ouamrouch, accompagné de l'oncle Hamma. Ils nous emmenèrent dans leur village d'Ir El Ali à dos de mulet. La mère supérieure voulut bien nous reprendre toutes les planches
que nous avions acheté. Sœur la Compassion me redemanda les couvertures qu'elle m'avait prêtées, et je les lui ai données. Le déménagement fut vite fait. Sur une mule, on avait chargé notre petite table et nos chaises, ainsi que ma cantine et l'autre malle. Mademoiselle Pacro m'emmaillota le petit pour la longue route, car nous allions voyager de nuit. Je dis adieu à sœur Chantal, à mère Saint-Jean, à tout cet hôpital où j'avais vécu 2 ans, où j'avais pleuré, souffert et vu enfin ma destinée se fixer. Désormais, je n'étais plus seule. Pauvre ou riche, riant ou pleurant, nous étions 2. Sur la route, nous rencontrâmes d'autres habitants du village qui, leur laine vendue, s'en retournaient chez eux, et ce fut une caravane qui occupait la route. Partie à 3 heures de l'après-midi, en pleine chaleur, ce n'est qu'à 3 heures du matin que nous arrivâmes. J'étais restée 12 heures sur la mule, mon enfant dans les bras. Nous avions traversé la montagne où il faisait froid, puis une rivière où très peu d'eau coulait. Quand je descendis de la mule, mes jambes étaient tellement ankylosées que je ne pouvais les remuer. On me prit l'enfant, et je fus presque portée vers la grande pièce. Je me jetai sur la natte et m'endormis. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.